Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Cinéma In, la seule émission qui est tournée au popcorn à Rouen. Ouais. Salut public. Eh, bientôt on atteindra un zénith entier, mais d'ici là, je suis toujours avec mes deux compères. Ouais, c'est nous. Donc ça c'était ton intro. C'était mon intro, j'ai pas de vanne, je l'ai Ah dit. non mais ça va être en retard. Donc Richard, Flo et moi-même Aurel du coup. Et ce soir, donc, pour Cinéma In, on va vous parler de films réputés inadaptables. Tintin. Enfin de livres plutôt, réputés inadaptables, Ouais. et qui ont été adaptés avec qui ont été adaptés quand même et qui ont été adaptés avec un certain succès. Voilà. Et donc voilà, donc messieurs déjà. Déjà, avant qu'on se lance, on a choisi ce thème-là parce que demain, donc, vous verrez ces vidéos-là, on tourne ça le 14 septembre. Et le lendemain, donc le 15 septembre, sort le nouveau Dune. Il va bien lui. Ah oui donc du coup pour eux c'est depuis le 15 septembre. Je suis en train de. Oui, bah oui. Ouais, Oui. depuis le 15 septembre, Dune au cinéma. Par Denis Villeneuve. Par Denis Villeneuve, c'est très important pour lui. Très- Moi, l'important c'est qu'il sorte, vraiment. Juste, au bout d'un moment, ça aurait pu être reshooté par un autre. Je me dis, juste sortez-le au bout d'un moment. Parce qu'en plus, vu toutes les galères qu'il y a eu avec Warner qui voulait la sortir que en streaming, Denis Villeneuve qui s'est battu, machin, je fais non, sortez-le, c'est bon. Puis surtout quand même, les films de Denis Villeneuve globalement sont faits pour être vus au cinéma. Oui. Oui, voilà. Donc Bah, d'où le c'est- fait qu'ils se battent, hein, sinon. Non, ce qui surtout aussi, c'est que Dune, en fait, est considéré comme une œuvre quasi inadaptable. Au cinéma. Oui. Au cinéma. la question souvent c'est pourquoi en fait c'est inadaptable du coup en général. Qu'est-ce que vous avez comme quand vous entendez parler d'une chose qui est inadaptable en général, pourquoi c'est inadaptable? Moi, j'en parlerai en même temps que mon film. Ok. Moi de même. Voilà. Sinon, je pense, griller des cartouches sur pourquoi on parle de nos films en fait. Très bien. Du coup, je propose que on salue une dernière fois le popcorn, on salue une dernière fois le public et on commence. On commence. D'accord. Merci popcorn. Merci Ah ouais, popcorn. public, ah ouais, popcorn. Ceux qui vont mourir te saluent. Non, pardon. Non. Et donc on va commencer avec le premier film. Pour une fois c'est pas moi. Encore une fois, c'est pas moi. Pour une fois, c'est pas. Ah si. Et donc, Bonsoir. et donc tu vas nous parler de quel film? Mais écoutez, je vais d'abord vous parler d'un livre qui s'appelle Le Parfum, Histoire d'un meurtrier, et surtout son adaptation, sa seule adaptation filmique, qui bizarrement s'appelle également Le Parfum, Histoire d'un meurtrier. Comme quoi ils sont pas allés chercher loin pour en parler. Alors, le livre, lui, il est sorti en 1985. Pour le film, il a fallu attendre 2006, donc c'est dire à quel point il y a eu toute une macération, que ce soit aussi dans le cinéma français où ils ont juste pas osé, et dans le cinéma américain qui sont ceux qui ont osé le faire au final. Le réalisateur donc s'appelle Tom Tykwer. American. Yeah. Tom Tykwer donc dont c'est la première réalisation. Mais qui est surtout scénariste. Par exemple, il a scénarisé, ou en tout cas co-scénarisé, un film qui s'appelle Claude Atlas, T'as spoilé l'émission, salaud. dont peut-être éventuellement on va parler à un moment de la soirée, je ne sais pas, écoute, moi je ne dis pas quand je spoil ou pas. Mais il a également co-scénarisé Sense8, donc toujours avec les Wachowski, et toujours en parlant d'actualité, il paraît qu'il a co-scénarisé un petit truc qui s'appelle Matrix 4. Voilà, donc au moins au niveau du scénario, c'est pas un branquignol. Un branquignol. Est-ce que je suis en train de dire que c'est un branquignol au niveau de la réa? Vous le saurez après la pub. J'avais envie de le faire une fois dans ma vie, celle-là. Le parfum, qu'est-ce que ça raconte? Bah écoutez, L'odeur. oui, c'est complètement là-dedans. Écoutez, nous sommes au XVIIIe siècle. Voilà, nous avons le jeune Jean-Baptiste Grenouille qui naît dans Paris, qui à l'époque est l'une des villes les plus sales et malodorantes du monde. Sauf que le jeune Jean-Baptiste Grenouille a un don incroyable, il peut tout sentir. C'est-à-dire qu'il sent l'odeur de tout le monde, de n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est par exemple le seul à savoir que le verre a de l'odeur.
C'est La couleur ou... les deux, en plus. D'accord. Alors, dans le bouquin, les deux. Dans le film, à un moment, il s'énerve sur une vitre. Ah, d'accord. Ah, ça casse. En plus, ça casse. En plus, ça casse. Et donc, c'est armé de ce nez incroyable qu'il va donc vouloir, dans un premier temps, devenir parfumeur. Je vais dire parfumier. Non, c'est comme ça qu'ils le disent à l'anglaise et je trouve ça horrible. Mais du coup, j'essaie de pas le dire, mais c'est rentré dans ma tête. Comment ils disent fermier alors? Comment, quoi Ils disent fermier. 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 Farmer. Ah, voilà. Oui, mais c'est le genre de mots où ils essaient de le faire à la française, sauf qu'ils ont jamais parlé français de leur vie. Tu vois, donc du coup, ça aide pas du tout. Ouais, avec nous, avec nos parkings, Écoute, on va parquer nos chars et ce sera bien déjà. Donc première étape de devenir parfumier. Deuxième et plus importante étape, il va découvrir en une jeune demoiselle ce qu'il ressent comme étant l'odeur ultime. Et il se dit, mais il faut que je trouve un moyen de capturer cette odeur, de la garder et d'en faire, soit de la faire seulement mienne, soit potentiellement d'en faire cadeau au monde. Le problème, c'est que le seul moyen qu'il trouve pour garder cette odeur, c'est en tuant la jeune femme. Et tant d'autres qui arriveront plus tard. Ça sent pas le cadavre en fait? Bah, les cadavres, ils s'en débarrassent une fois qu'il a pris l'odeur. D'où le fait qu'il y ait donc le sous-titre « Histoire de meurtrier », sinon ce serait un sous-titre vraiment qui ne sert à rien. Je sais pas, vous en pensez quoi? Non, mais c'est logique. Voilà, c'est complètement logique. Oui. je veux dire, ça spoil un peu, mais bon, après. Voilà. Ça spoil un peu, mais il fallait au moins que j'explique pourquoi il parle d'histoire d'un meurtrier, sinon... Ah non, je veux dire sous-titre. Ah, le sous-titre en soi. Oui. En même temps, si tu mets le parfum d'histoire d'un parfumier... Le parfum, l'histoire d'un parfumier. En même temps, Hashtag Chanel numéro 5. c'est un meurtrier, donc techniquement c'est un fumier. Là, il y aurait du jeu de mots, tu vois. Oui, Ce serait intéressant. Et là, c'est une des virgules que Aurel va enlever. exactement. Donc là, je vous ai un peu résumé. En fait, je vous ai résumé à la fois le bouquin et le film, sans enlever tout l'intérêt que vous pourriez avoir à lire le bouquin et voir le film une fois cette émission finie. Je vais donc parler de est-ce que le film est une bonne adaptation ou pas. Écoutez, mon problème principal, c'est l'acteur principal. C'est non pas que ce soit un très mauvais acteur, au contraire c'est un très bon acteur. C'est un acteur, je ne sais pas si vous le connaissez, il s'appelle Ben Whishaw. Est-ce que vous avez vu par exemple les derniers James Bond? Oui. Il joue donc Q, le petit jeune à lunettes qui va donner des gadgets à James Bond. Je pense, sans trop m'avancer, qu'on peut dire que ce monsieur est beau garçon, ce qui est également le cas dans le film. Le problème, c'est que le bouquin commence sur beaucoup de pages, en plus de l'enfance, beaucoup de pages pour décrire à quel point Jean-Baptiste Grenouille est un horrible personnage physiquement et autres. Le point important étant physiquement, donc quand on nous met un petit jauneau qui, comment dire, te met des doutes sur ton hétérosexualité, c'est que tu ne respectes pas vraiment le bouquin en fait, ou en tout cas tu lui as pas mis assez de prothèses sur la tronche, parce que là il a juste un petit peu de terre de temps en temps, et encore c'est pas souvent. Qu'en penses-tu? Il faut regarder le film ou lire le bouquin avant, ou l'inverse? Ton avis? Il a pris mes notes. il a vu que j'allais en parler à la fin. Je vais quand même continuer. C'est très pertinent public, mais tu es en avance. Contrairement à d'autres. Autre problème donc par rapport au bouquin, c'est certains personnages qui... En fait tous les personnages du coup, à part Jean-Baptiste Grenouille, vont être extrêmement résumés par rapport au livre. Après le truc, c'est que le livre, dès qu'il y a un nouveau personnage, passe 3 pages à t'expliquer. Donc oui, dans un film, on n'a pas le temps. Ce qui m'embête un peu plus, c'est, comment dire, le destin de certains personnages est plus vite expédié que d'autres, alors que c'était quand même très intéressant de les voir, de les apprécier vu leur destin. Il y a également un personnage qui est enlevé, tout simplement.
Et il y a un peu cet effet, en fait il y a cet effet à la Harry Potter où dans les films Harry Potter il se retrouve avec un objet, on ne sait pas pourquoi, sauf qu'on le sait si on a lu les livres. Là il y a ce même effet là, il se retrouve avec un objet, si t'as pas lu le livre tu vois, sais pas d'où il vient. Donc voilà, comme quoi ce genre d'erreur c'est pas nouveau. Et enfin, et là je suis perdu dans mes notes. Mais non, justement, et là c'est là où le public m'avait devancé. Donc, est-ce que je recommande vraiment le film? Est-ce que je recommande plus le livre? Est-ce que je recommande l'un ou l'autre avant? Écoutez, je pense que si j'avais été fan du livre avant de voir le film, j'aurais effectivement été un peu déçu. Sans pour autant crier en scandale, on n'est pas dans le niveau d'autres films qui vraiment prennent beaucoup de liberté avec des bouquins qui eux sont d'une qualité ou d'une autre, c'est pas la question. Mais en fait, oui, je vais vous recommander de faire exactement ce que j'ai fait moi, c'est-à-dire d'abord voir le film, découvrir tranquillement, voir Ben Whishaw est quand même un bon acteur, voir Alan Rickman, ça fait toujours plaisir, je pense aux yeux de voir Alan Rickman. Voir Dustin Hoffman être drôle avant qu'il se fasse cancel pour des bonnes raisons. Avoir quand même la narration de John Hurt, c'est notre cher Elephant Man, qui nous fait une narration aux petits oignons avec sa voix magnifique. Oui, mais c'est John Hurt, c'est normal. Enfin, tu vois, oui, c'est John Hurt a une voix magnifique, voilà. même si il te décrit les effets de salsify. Donc, oui, voilà, oui. Et après, oui, dans un second temps, alors je sais que comme ça il fait peur, mais regardez, c'est écrit très gros en fait. Il n'y a pas d'image, hein, désolé. Oui, mais... c'est un bouquin, il n'y a pas d'image. Il n'y a pas d'image. Bon, il y a cette belle image d'une femme nue. Ah, j'aime bien. Voilà. Regarde, là il aime bien, là ça intéresse pas, là il aime bien. Ouais. Voilà. Donc oui, juste trouver le bouquin honnêtement, il y a des versions de poche qui vous feront moins peur. Et voilà, regardez le film, c'est de très belle manufacture, oui, parce que tout à l'heure j'ai un peu vanné sur le fait, est-ce que c'est un bon réa? Oui, il sait ce qu'il fait, visuellement ça va. Après en même temps, un pote des Wachowski, je pense que du coup il y a quand même des affinités au niveau de la gestion visuelle. Donc voilà, ça va pas vous mettre du sucre sur la cornée, mais ça va pas vous la gratter non plus, quoi. Vous allez vous faire masser les yeux de manière agréable. C'est la première fois que vous allez voir quelqu'un qui sait masser des yeux. J'ai mal aux yeux, rien qu'y penser. Bref, messieurs, vous, est-ce que vous avez vu le film, lu le livre ou les deux? Les deux. Ah, t'avais fait que quoi d'abord? Mais alors j'avais fait le film avant. D'accord. Et le... Pendant. C'est pendant. Putain, dans quelle ligne il y a ça? Merde. J'étais Dans quelle ligne elle est où là? scénario et je me disais pourquoi ça part, alors que là c'est de la narration. Le film va trop vite. Tu peux l'arracher. Oh l'horreur. C'est Non, bon, non. ce personnage-là. Non, alors j'ai vu le film avant, Mhm. et après j'ai lu le bouquin. Parce que je trouvais le film vachement intéressant et très beau à regarder. Bah oui. Comme tu dis si bien, on se masse les yeux. Enfin, bon, le massage est assez relatif quand même. Mais moi j'ai bien aimé le film. Le bouquin aussi, le bouquin beaucoup plus détaillé, c'est normal, c'est un livre, Oui, c'est ça normal. prend plus son temps et ça installe vraiment les choses. Non mais tu vois par exemple, je trouve dommage qu'il n'y ait pas tant l'enfance que ça. Oui. Parce que justement en fait extrêmement l'enfance installe justement la monstruosité du personnage de Jean-Baptiste Grenouille, alors que là dans le film il passe plus pour l'espèce d'incompris c'est de ce qu'ils appellent les idiotes savantes en anglais, c'est-à-dire Ouais. les mecs qui savent faire des trucs, c'est inné, alors que tu fais oui alors il y a ça, mais il y a plus un côté dans le livre il y a un côté il se la pète de savoir ça. Alors que là, dans le film, après c'est parce que Ben Whishaw aussi, il a une tête d'innocent et là ça vend l'innocence. En plus, il a l'air fragile en fait. Il a l'air fragile, Mais moi, mais il tu n'est sais- pas censé le montrer. Tu sais, le choix de l'acteur m'a fait penser à Psychose. Hitchcock, tu sais. Ah Avec le choix d'Anthony Perkins Ouais. pour le rôle de Norman Bates, qui au départ, en fait, on sait tous que c'est adapté d'une histoire vraie. Non, d'un roman, pardon, Psychose, et en fait, dans le roman. une histoire vraie qui a donné un roman, qui a donné le film. Voilà. Bon, le roman, on va regarder le roman. Et dans le roman, en fait, Norman Bates, il est gros, il est pas du tout séduisant du tout. Enfin, il a un côté très inquiétant. Et dans le film. Là, en il est fait, plus proche du vrai gars en fait. voilà. Et dans le film, en fait, Norman Bates, je vais y arriver,
il est séduisant quand même. Oui. Enfin, voilà, il a de la gueule, il a un côté aussi très fragile. Et moi, ça m'a fait penser ça en fait. Le parfum m'a fait penser à ce choix d'acteur, tu sais, qui a une belle gueule et qui a un côté très fragile. En fait. Mais je trouve que dans Psychose, au moins, les moments de prédateur, on les voit. Oui. Bon, après, c'est pas bon parce que évidemment, quand t'as Hitchcock qui te filme en même temps qu'un aigle empaillé, on sent que t'es pas censé être sympa. Pardon de spoiler Psychose en même temps. Alors que je trouve qu'en fait, on a des moments de meurtre avec Jean-Baptiste Grenouille, et même dans ces moments-là, il a l'air innocent parce que tu vois plus quelqu'un pris par sa vocation et son art. En fait, c'est comme si Mozart devait tuer des gens pour faire ses symphonies. Tu vois? Et qu'en fait, du coup, t'avais plus un... En fait, c'est un artiste. Oui, c'est ça, c'est un artiste, mais du coup, c'est comme si, oui, C'est voilà, Joker. t'avais une espèce de... Ouais, le Joker, j'allais dire, il tue pas de gens. Ah bon? Non, c'est de mauvais trucs. C'était pas ça qu'il fallait. Les assassins, m'alignait. mais ils tuent pas. Il est assassiné, il tue pas. Merci. On garde cette phrase. Tu fais des tours de magie avec. Je le veux écrit là, il assassine, il tue pas. Non, il fait juste des tours de magie. Allez hop, le crayon. Crayon. Non, mais c'est-à-dire que, en fait, dans Miami Bates, oui, c'est ce que je dis, c'est qu'en fait, on voit les moments où il switch en tant que tueur. Ouais. Alors que là, Jean-Baptiste Grenouille est, oui, plus montré en tout cas comme quelqu'un tellement pris par son envie, son espèce de destin, que les meurtres sont pas... Alors, ils sont pas, comment dire, adoucis, mais ils ont... Oui, non, du coup, lui a l'air moins monstrueux en les faisant. Ouais. C'est dommage. C'est dommage. On est d'accord. Et toi, mon Aurel, tu l'as vu, tu l'as lu, t'as fait les deux. Je ne l'ai que vu, moi. Tu ne l'as que vu. Je ne l'ai que vu. Ouh, il ne l'a que vu. Je ne l'ai que vu. Et, Tu sais pas lancer les gens pour faire boum. Non, c'est chiant, merde. On l'a refait. Ouh, c'est bien, il y en a un qui suit. je ne l'ai que vu et j'ai pas un souvenir fantastique de ce film. Je me rappelle que j'ai passé un moment qui était plutôt agréable, mais sans plus. Il n'est pas rentré dans ma liste de top 100 de mes films préférés. Ouh. C'est bon. Alors, non, parce que moi non plus. Mais je l'aime beaucoup quand même. En fait, le film globalement est bien fait. Et puis, bon, spoiler, je vais parler de Cloud Atlas, moi, et j'y vois quand même certains points communs par rapport justement à cette recherche visuelle également. Et parfois, pour moi, m'a satisfait dans cette recherche visuelle qu'on a également dans Cloud Atlas. Dans le déroulement, ça va, mais effectivement, n'ayant pas lu le livre, du coup, il y a certains moments où j'étais un petit peu interrogé par ce qui se passe, parce que justement il y a ces petits trous qui sont là, pourquoi il a récupéré ça, qu'est-ce qu'il fait ça, qui c'est ça, enfin bon. Et des fois le film passait un petit peu vite là-dessus. Après, dans le livre, il y a des moments un peu comme ça. Au moment où il va à Grasse, en vrai, il trouve quelqu'un assez vite aussi. Mais moi j'ai une question. Correspondance. Exactement, il y a ça. Pourquoi, selon toi, pourquoi ça a été considéré comme inadaptable en fait? Alors, j'avais noté des trucs. Déjà, premièrement, ils étaient donc tous persuadés qu'il allait avoir un budget beaucoup trop gros. Ah ouais, les films d'époque, etc. Les films d'époque et tout, et puis en fait, oui, surtout il y a beaucoup de moments, en tout cas dans le bouquin, qui peuvent paraître très longs et lents, et du coup dans des décors surchargés, où du coup, je pense qu'en tant que producteur, tu sens le pognon faire « Allez, salut, débrouille-toi !» Non, s'il te plaît. Il y a ça, il y a en fait le côté aussi, le problème, c'est que du coup Jean-Baptiste Grenouille passe beaucoup de temps, et même la narration passe beaucoup de temps à se concentrer sur les odeurs. Pour un bouquin qui s'appelle Le Parfum, c'est quand même un peu normal, parce qu'il y a déjà toutes les odeurs de la ville, les odeurs des personnages, parce que vu que Jean-Baptiste Grenouille comprend les gens à travers ça, c'est comme ça nous aussi on va comprendre les gens. Oui, en fait voilà, du coup tout le monde nous est décrit par des odeurs. Et je pense que vu que l'odorama n'a jamais été vraiment inventé, il y a eu ce souci-là de beaucoup de scénaristes qui se sont dit je sais pas comment juste dire du coup on va faire comme ça pour le cinéma. Ouais. Pareil, des réalisateurs qui sont pas tous dit ah bah je sais comment faire, il suffit de montrer un truc et on sait tout de suite que
Non, en plus, tu vois, on peut pas tout de suite dire ah bah ça pue parce que Jean-Baptiste Grenouille n'a pas les mêmes standards d'odeur que les gens. Ouais, voilà. Et surtout, après, des fois, c'est même pas vraiment utile au scénario de se rendre compte que lui, le poisson pourri, il trouve que ça sent bon. Enfin, voilà, il y a des petits détails comme ça où tu te dis d'accord, ça serait intéressant, mais du coup, l'histoire, mais machin. Donc après, il suffit que voilà, comment dire, les gens se prennent la tête pendant longtemps pour qu'au bout d'un moment, on se dise ouais, ça vaut pas le coup. Oui, puis après, j'ai mis la longueur, mais là, ça va, le film est pas trop long, mais du coup, ça enlève des morceaux. Mais du coup, là, c'est le compromis qui a été fait, c'est que si on voulait vraiment tout adapter à 100%, ça aurait fait un film beaucoup plus long, à une époque où les films très très longs, on n'en faisait pas beaucoup. On n'en faisait plus. Bah, on en faisait plus. C'est vrai qu'il y a une époque où on en faisait aussi, mais là, c'était une époque où on était revenu à des standards, des standards de films 1h30. Là, si tu veux vraiment l'adapter à fond, 2h, 2h20, c'est bien. Donc peut-être qu'un jour on aura une nouvelle adaptation complète. Pourquoi pas. Mais bon, il manquera John Hurt et Alan Rickman. Ah bah il manquera John Hurt et Alan Rickman, ça c'est... Et on peut voir ce film Et on peut... Chez toi. C'est pour ça que je lui demande. Allez, touchez Vous Richard. voyez, On donne l'adresse. je vous donne l'adresse, hein, chez Richard. J'en mets les popcorn. J'ai oublié de regarder. En DVD, est-ce qu'on peut le trouver facilement déjà? Le DVD se trouve. Je vais regarder immédiatement Amazon. s'il y a un service de streaming qui propose. Alors, de mémoire, Suspense, je suis en mode avion. Alors, je crois que des services de streaming ne proposent pas directement, ils doivent Non. peut-être avoir de la VOD. Je crois qu'il y a Bah, de il la me semblait que oui, c'est comme à chaque fois Amazon, il te propose de te louer le Je crois film que je l'ai pour 3 sur euros. Shadow? Ouais, il me semble. Ah, Prime Vidéo 2,99. Je suis très fort. Donc VOD sur VOD, ouais. Voilà. Et DVD. Et peut-être Shadow du coup. Je crois qu'ils l'ont annoncé. Abonnez-vous à Shadow, c'est trop bien. Abonnez-vous à Shadow, suivez-les sur Twitter et demandez-leur le parfum. Comme ça, vous arriverez à les convaincre de le prendre. Hein, s'ils ont commencé à dire peut-être que. C'est Richard qui l'a dit, alors ils vont le faire. C'est vrai que Shadows, ils me connaissent. Ouais, bah oui. Ils connaissent beaucoup. Tu es persuadé de choses sur ma vie qui m'inquiètent. Parce que tu ne sais rien en fait. Tu ne sais rien de ta vie. Moi, je sais. Je ne sais rien, Rick Richard. T'es dans la matrice. Prends cette pilule bleue. Prends cette pilule bleue. En plus, tu as un néon bleu. Donc, voilà. Ah bon, allez. On enchaîne? On en qui? Bon, bah comme on parle d'ultra-violence, ça tombe bien. Oh, Oh putain, ouais. Elle est belle, elle est belle, elle est belle. Elle est belle. C'est la transition d'or de la La semaine. transition. Ah, on la garde. Ah, on la garde. Au ralenti, on la revoit. On la renvoie. Attends, je fais la version Ralenti. ralentie. En parlant d'ultra-violence, nous allons parler d'un film violent. Enfin bref, film sorti en 1971 qui s'intitule Orange Mécanique, réalisé par le grand Stanley Kubrick, à qui l'on doit... Eyes Wide Shut. Merci. Ça, 2001, Odyssée de l'espace. Ouais, public. À qui on lui doit Ouh aussi. À qui on aurait... Si seulement il avait fait un film qui s'appelle Ouh, ça aurait été magnifique. Avec qui on aurait pu avoir Napoléon. Oui, malheureusement, mais ça s'est jamais fait. Justement, en fait, il préparait Napoléon et malheureusement, c'est que ça s'est retardé, il a eu des soucis. D'un seul coup, bah, il a lu le bouquin Orange Mécanique, écrit par Anthony Burgess. Et donc, c'est Anthony Burgess a écrit Orange Mécanique, je ne sais pas en quelle année. Non, en 68, pardon. En 1968. Et l'adaptation donc, a eu lieu en 1971. Avant d'expliquer qu'est-ce que ça raconte, je vais commencer à expliquer pourquoi pourquoi le roman a été considéré comme inadaptable. Le langage. Comme tu le sais, Richard, il parle un argot particulier. Les personnages principaux parlent d'un argot anglo-russe. D'accord. C'est un mélange d'anglais et de russe qui est hyper compliqué. Et en plus, l'auteur en fait a inventé le nom de cet argot qui s'appelle le Nadzda. Je vais y arriver. La NASA. Non, le Nadzda. Ah, pardon, excusez-moi. Le Nadzda.
Et donc, qu'est-ce que raconte Orange Mécanique? On suit le personnage d'Alex, qui est un jeune, on va dire, qui a... Alors, dans le bouquin, il a 16 ans. Dans le film, il a un peu plus. Il a 20 ans, à peu près. Qui aime Beethoven, déjà, le viol et l'ultra-violence. Donc, quand je dis l'ultra-violence, je mets aussi le viol avec. Hein. Donc, il bat des gens dans la rue, des inconnus, tout à fait innocents. Et un jour, il se fait choper. Donc il est conduit dans une prison, il a 14 années de prison à faire. Et on lui propose de participer... Un viol. Non, pas un viol. Pas un viol. Il n'y a pas la scène sous la douche en prison. Non, il n'y a pas à une thérapie qui pourra lui permettre de justement d'arrêter d'être violent. D'arrêter d'être un mal de la société. Voilà. Et c'est tout ce que je dirais. Le jeu de mots, arrêtez d'être un mal. Oui, bon. Jeu de mots, vas-y. Non, mais c'est Non, mais- en rapport avec le film, c'est tout, je dirais un plus. rapport. Oui, c'est voilà. Alors, comme j'ai dit, l'argot utilisé, les producteurs ont eu un petit peu peur quand même. Mais Kubrick, en fait, étonnamment, a réalisé une adaptation qui se rapproche très fort du roman. Il a retiré certains éléments, surtout certains dialogues qui étaient très argot, le fameux argot russe, parce que justement, les gens n'allaient pas forcément comprendre en fait. Même si dans le roman, ça se lit, le roman se lit normalement, quoi. Enfin, on n'a pas de difficulté, on ne va pas dire qu'est-ce qu'il dit, non, il n'y a pas de problème. Mais Kubrick a eu l'intelligence, je dirais, de ne pas trop mettre de cet argot-là. Et aussi, il a changé la fin. Et à titre personnel, je préfère la fin du film. Est-ce que c'est ton avis sur Shining aussi? Faut faire une autre émission sur Shining. Et donc voilà, donc le film, si vous êtes curieux de le voir, je vous préviens, c'est encore un film, il date de 71, mais il est encore très violent. Pas de violence graphique, on ne voit pas du sang, on ne voit pas du gore ou quoi que ce soit, mais c'est l'ambiance du film en règle générale, les actes du personnage principal, donc, qui s'appelle Alex, mais surtout aussi, c'est que le film réussit à te rendre attachant le personnage principal. À un moment donné du film, ça dépend des personnes, mais à un moment du film, on a cette sensation de se dire putain, j'espère qu'il va s'en tirer, quand même. Malgré tous les actes qu'il a faits qui sont dégueulasses, qui sont monstrueux, etc. Et très clairement, le film arrive à te rendre limite, après ça dépend des personnes, je le répète, te rendre limite Alex attachant. Voilà. Le film... Vas-y Richard, Non, pour aller à peine dans ton sens, le film de toute façon cherche à ce que tu te dises ok, est-ce qu'il mérite vraiment tout ce qui est en train de lui arriver, genre à ce point. Oui. Je pense que c'est le seul questionnement qui est quand même objectivement présent. Oui. Après, oui, c'est selon la sensibilité de chacun de dire oui, non, ce Bradarajan. Ouais, non, mais c'est vrai, t'as entièrement raison. T'as entièrement raison. Oui. Et surtout aussi, c'est que je pense que le film tient encore la route parce que il parle clairement de la manipulation de la société, conditionner l'être humain, conditionner les actes de l'être humain. Et le sous-texte qu'il y a derrière tient encore la route, véritablement en fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez, de toute façon je vous pose la question si vous l'avez vu. Mais voilà, je ne mettrai pas le film entre toutes les mains, parce que voilà, je ne vais pas montrer ça à un enfant de 8 ans. Très clairement. Ça dépend l'enfant de 8 ans. Non, même. Donc il est toujours interdit en moins de 16 ans, malgré l'âge, malgré l'âge du film, il est toujours interdit en moins de 16 ans. Ouais. Tous ceux qui pensent que c'est tant mieux, lèvent la main. On voit pas les mains. Alors comme vous voyez pas le public, ils lèvent tous la main et ils sont 150. Voilà. Oui, il y en a 150. Et donc, moi je vous invite tout de même à tenter le coup, à essayer de voir Orange Mécanique. Mais un conseil, là je vais faire l'inverse de toi, c'est-à-dire lisez le bouquin avant et voyez le film après. Parce que en fait, même si le film est très proche du roman, très proche du roman, comme la fin est différente, ça peut être intéressant de comparer les deux, justement.
et comprendre pourquoi Kubrick en fait justement a décidé d'avoir cette fin-là, contrairement au roman. Le roman c'est un happy end. Le film de Kubrick, c'est pas un happy end, hein. C'est plus scénique. Et ben je t'invite à le voir, mon cher Sylvain. Et vous messieurs, est-ce que vous avez vu Orange Mécanique? Je pense que Richard oui. Il y a fort longtemps. Quand il avait 8 ans. C'était lui le gamin. Oh mon Dieu. Voilà, j'osais pas avouer, bah, ça dépend les enfants de 8 ans, parce que c'était moi. Ah non, mince, je ne suis pas Fantomas. Tu es un enfant de 8 ans en vrai. C'est genre, Fantomas, un enfant de 8 ans, un squelette, oui, il allait trop loin. Et tu en as pensé quoi? Est-ce que tu as lu le livre déjà? J'ai jamais lu le livre. D'accord. J'ai jamais eu l'occasion de lire le livre, donc du coup je ne sais pas. Enfin, je savais juste que justement c'était beaucoup plus écrit dans l'argot en question. Oui. Et que, donc du coup ça m'inquiétait un peu parce que je t'avoue que moi, même les moments d'argot du film, il y a des moments où je comprends pas ce qu'ils disent. Je comprends l'intention, il y a des moments, le mot tu peux comprendre ce que ça veut dire. Mais alors, je te jure, il y a deux, trois moments où il est en train de faire de la narration, où il t'en balance 3-4 de suite des mots et tu fais... Qui dit? Je sais pas... Ah non, mais non. Donc voilà. Le problème c'est que moi c'est que justement on me l'avait vendu comme un truc choquant, et ça m'arrive à chaque fois qu'on me vend un truc choquant, je fais c'est tout. De toute façon, non mais le film en lui-même, avec nos regards à nous, qui a vu d'autres films qui sont beaucoup plus choquants que ça, c'est sûr qu'il n'est pas choquant dans le sens où il n'y a pas d'effet de sang, il n'y a pas de côté très... il y a des films qui sont beaucoup plus choquants qu'Orange Mécanique, ça c'est clair et net. Mais je pense que c'est l'ambiance du film, c'est le côté très malaisant du film aussi, parce que ça l'est, et surtout aussi c'est la réputation qu'il a eue au moment de sa sortie. C'est-à-dire que le film, pendant près de 20 ans, il a été interdit au Royaume-Uni. Parce que l'Angleterre était... Le Royaume-Uni, globalement. Le Royaume-Uni, bon. On sait que t'es vieux, mais c'est plus le British Commonwealth. Oh, ta gueule. Donc je disais, donc, au Royaume-Uni, voilà, ça passait pas. Déjà, d'ailleurs, même Kubrick a fait en sorte d'interdire le film. Il est sorti qu'une semaine en salle, et après, il a fait en sorte que le film ne sorte plus du tout en salle. Donc ça a mis du temps avant que les gens puissent le revoir. Il a ressorti en Royaume-Uni dans les années 90, donc ça a mis du temps quand même. Et c'est surtout sa réputation en fait. Il a toujours une réputation assez... sulfureuse. Ouais, c'est ça. Ouais, très sulfureuse. Le film est encore interdit. Dans certains pays, il est toujours interdit. Et même il y a des plateformes qui ont du mal à se dire est-ce qu'on le met ou pas. Voilà. Je sais que même à la télé, les diffusions télé sont très rares de suivre. Ou alors ils le passent à minuit. C'est très tard le soir. Il y a eu Canal en fait qui avait diffusé le film dans les années 90 et se sont fait taper par les médias et par toute structure associative. Ils se sont fait taper sur les mains en disant que c'était irresponsable d'avoir diffusé un film parallèle. En fait, je pense que c'est la réputation en lui-même du film qui a fait en sorte qu'il ait une aura totalement... En même temps, quand t'as des assos qui essayent de faire interdire Pirates des Caraïbes... Pourquoi? À cause de Jack Sparrow. Parce que c'est violent. Parce qu'il y y a des gens, ils se donnent des coups de sabre. Voilà. Ah, il y a eu pas mal de Les films. épées en mousse, ils ont les mêmes à Disney. Il y a eu pas mal de films qui ont comme ça subi les foudres d'association, des fois sans même que ces personnes aient vu le film en fait. S'appuyer juste sur une réputation. Enfin, il y a eu l'histoire de Gremlins où des gens commençaient à taper dessus, on pouvait interdire le film parce qu'il était violent, mais en fait c'est parce qu'ils ont eu la mauvaise version du script. La première version qui était assez c'est un film d'horreur de base. Ouais. Le premier... C'est pas une version genre chien meurt, un truc comme ça. Le chien meurt, la mère se fait couper la tête, ouais, voilà, ce genre de truc, tu vois. Regardez le premier script de Gremlins. Il est assez violent. Voilà, autre conseil, adaptation, lisez le premier script de Gremlins, après regardez le film et faites c'est plus calme. Et toi, Spielberg. Et toi, Aurel, as-tu vu Orange Mécanique? Alors j'ai vu Orange Mécanique, alors je l'ai pas vu à 8 ans, mais pas loin. Et ça marque un peu en fait. 8 ans et 3 mois. En fait, ça marque un peu effectivement quand on est plus jeune, parce que le problème de
Le problème de ce film, c'est qu'effectivement, c'est assez violent, c'est assez costaud quand même. Après, je l'ai revu beaucoup plus tard et ça m'a pas choqué, en fait, outre mesure, non. Comme tu dis, en fait, j'ai plus d'autres films entre deux. Du coup, avec le recul, je trouve que c'est un film qui est bien mené sur ce qu'il veut amener, c'est-à-dire vraiment cette sensation d'ultra-violence, mais c'est pas aussi choquant qu'il y en a. Mais après, je peux comprendre que certains pays soient un petit peu encore dubitatifs à l'idée de le diffuser, parce que ça reste quand même un film qui n'est pas très sain, en fait, dans l'idée. Et puis, ça reste une certaine expérience quand même, quoi, quand on regarde. C'est une expérience. Donc je pense que... De toute façon, Kubrick, c'est ce qu'il voulait. Il a réussi. Selon moi, il a réussi. Tous les films de Kubrick, globalement, sont des expériences. Après, plus ou moins réussi, ça c'est autre chose. Hein. Oui. Mais sur ça, Et vous, public, est-ce que vous l'avez vu? J'ai mangé une orange, mais la mécanique... Et j'ai vu des grimaces. J'ai vu des grimaces en public, ouais. Il y a certaines personnes qui n'ont pas apprécié le film, ce qui est normal et ce qu'on peut comprendre tout à fait. Ah, j'ai trouvé que c'était un film de génie. C'est le genre de film que soit on adore, soit on déteste. Et comme je l'ai haï du fond des tripes, je trouvais qu'il était extrêmement réussi. J'ai pas lu le livre et ça me donne envie de lire le livre. Certains films sont tellement dégueulasses que du coup on ne peut que admirer le génie de celui qui l'a fait et l'histoire, mais du côté dégueulasse de la force. Ou on peut regarder Orange Mécanique. Alors sur les plateformes, on oublie, il n'y est pas. Donc il est en DVD ou Blu-ray, donc dans les bonnes crèmeries. Mais il s'est retrouvé réédité lors de la dernière. Ouais, il a été réédité en Blu-ray 4K. À un prix exorbitant, mais bon, Blu-ray 4K, voilà. Donc, voilà. Ou alors envoyer des tweets à Shadows. Voilà. Peut-être que eux ils oseraient. Diffuser Le Parfum et Orange Mécanique. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Shadows. Non, mais un jour elle deviendra. Sponsorisé par Shadows, c'est ça le truc. Quand l'émission sera mise en ligne, envoyez-leur par Twitter. Opération Shadows, on va appeler ça. On devrait diffuser l'émission. Et on enchaîne directement pour le dernier film de la soirée. Tu as choisi, mon cher Aurel. Alors, que j'ai choisi assez vite en fait, parce que c'est un film que j'apprécie beaucoup. Pas des réalisatrices que J'allais dire malgré moi, genre, on m'a forcé. On m'a forcé à choisir ce film par des réalisatrices que j'apprécie beaucoup. Et un réalisateur du coup que je ne savais pas que j'appréciais, mais du coup maintenant je sais que je l'apprécie puisque j'ai découvert qu'il a réalisé une partie du film. Il s'agit de Cloud Atlas. Donc Cloud Atlas, réalisé par les sœurs Wachowski et Tom Quinken. Du coup, ce film, il a été adapté d'un roman qui s'appelle La cartographie des nuages, qui a été écrit, lui, en 2004. Et le film est sorti, lui, en 2012-2013. Alors, je ne vais pas vous raconter le film, parce que c'est très compliqué à raconter comme truc, je vais plutôt vous expliquer en fait comment est découpé le roman. Je vais vous expliquer comment est découpé le film, puis après, on va arriver un petit peu à pourquoi je vous recommande ce film quand même, parce qu'il est super cool. En fait, le roman, il est organisé en sphères où chaque couche correspond à une histoire. Et en fait, on traverse la sphère, on commence par une histoire, et après on arrive sur une deuxième histoire, une troisième, quatrième, cinquième, une sixième, et après on va à rebours, cinquième, quatrième, troisième, deuxième et première histoire. C'est comme ça qu'est organisé le bouquin. Donc au total, on a 6 histoires différentes avec des personnages différents à différentes époques. Et vous allez me dire déjà, ça a l'air très compliqué. Bah, moi, j'ai vraiment l'impression qu'on est en train de parler de JDR en fait. Crée ton personnage, crée son futur et son passé en même temps. Et le livre est organisé comme ça. Et c'est en fait, quand on a compris la structure, c'est plutôt linéaire, donc on sait à quoi on va s'attendre après. On a le début de l'histoire et la fin de l'histoire à chaque fois. Sauf pour l'histoire centrale, qui a un début et une fin directement. Contrairement au film, où les sœurs Wachowski et Tom Drucker, ils se sont dit, on va faire pire. On va faire pire. Oh merde, j'avais raison. Linéarité. Et contrairement au livre qui est régulier, donc du coup on arrive à suivre plutôt facilement, bah, le film ne fait pas du tout ça en fait. Il saute d'une époque à une autre comme ça, assez gratuitement en plus des fois. Des fois il y a un sens, mais des fois c'est assez gratuit, donc du coup la première heure on est paumé, vraiment paumé sur ce film, parce qu'on ne sait pas qui est quoi, où, comment, où suis-je, qui suis-je. Le film dure 3 heures, donc on a 2 heures pour récupérer. On a 2 heures pour comprendre un film qui est bien au bout de 2 heures. Non, le film... Il a calculé. Et donc du coup, en fait, je vous explique pas chaque histoire parce qu'en fait, chaque histoire, finalement, est
plutôt intéressantes, mais vous les raconter précisément, ça ne servira à rien. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que chaque histoire, en fait, est liée aux autres. Et ce qui est intéressant déjà dans ce film, et dans le roman aussi, c'est trouver comment les histoires sont reliées. Et le film, en fait, Cloud Atlas, pourquoi je vous le conseille fortement, c'est déjà un gros jeu d'enquête qui dure 3 heures. Je suis d'accord que c'est un investissement en termes de visionnage, mais c'est un film qui, une fois qu'on a compris comment il fonctionne, donc normalement, en général, au bout de 30-40 minutes, on a à peu près compris ce qui se passe, on essaye de faire des liens entre les histoires. Au début, les liens sont assez subtils, donc on peut les manquer, surtout quand c'est la première fois qu'on le voit. Et au fur et à mesure, justement, on commence à faire les liens. Parce que bon, les sœurs Wachowski, elles aiment bien aussi faire du symbolisme dans ta gueule, en fait. Parce que j'appelle ça le truc où finalement, en fait, les objets importants sont montrés très gros plan, où on voit justement ce genre de truc. Si vous avez vu la bande-annonce de Matrix 4, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Même Matrix, globalement, vous voyez ce que je veux dire à peu près. Voilà la pilule bleue, hein, tu la vois bien, hein. Il y en a plein. Il y en a plein. Et donc, du coup, le film en question, je vais m'attarder un peu plus dessus. Il s'appelle Cloud Atlas. Non, mais tu l'as déjà dit. Il s'appelle Cloud Atlas, je l'ai déjà dit, merci de m'anticiper. Hier, un casting quand même qui est assez ouf. Tom Hanks, Ali Berry, Hugo Weaving, donc l'agent Smith, si vous ne l'aviez pas. En français, Hugo qui fait coucou. Et Hugh Grant, du coup. Et la particularité du film, c'est que dans le bouquin, donc on va retrouver des personnages qui seront liés entre eux à différentes époques. Et dans le film, en fait, chaque acteur va jouer à chaque époque un personnage quasiment. Il y a certains acteurs qui sont absents à certaines époques et qui reviennent à d'autres époques, mais ils vont jouer des personnages qui sont reliés entre eux. Donc ce qui fait que du coup le film en fait donne ces indices-là sur qui est lié entre eux, est-ce que ce sont des descendants, est-ce que c'est des réincarnations, parce que dans le film il y a beaucoup de questions aussi dans l'incarnation. Et je trouve que déjà ce truc-là est très cool justement de proposer, de faire ça, de faire jouer à des acteurs à différentes époques, différents rôles au sein d'un film. Dernière chose avant que je continue, et ce pourquoi en fait je trouve que ce film est admirable, c'est que c'est un film qui a été quasiment réalisé de manière indépendante. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de studios qui se sont aventurés là-dessus parce que le film était très compliqué à priori adapter du fait de sa structure narrative qui était quand même assez complexe. Donc, les sœurs Wachowski ont dit fuck it, du coup on va faire encore pire. Et du fait quand même de la densité de l'histoire, aucun studio n'a voulu s'y prêter, donc elles ont trouvé du financement comme elles pouvaient et elles ont fini par réaliser ce film. Ce film qui a quand même coûté assez cher. C'est un des films les plus chers dans le cinéma indépendant, mais c'est une tuerie. Alors je dis que le film est un petit peu complexe à suivre. Oui, il est un peu complexe à suivre. Je vous dis, quand on réussit à rentrer dedans, là ça devient très cool et les 3 heures en fait passent assez vite. Et surtout, c'est une bombe visuelle ce film. Alors les personnes qui me suivent un petit peu des fois sur les podcasts qu'on fait savent que je déteste Speed Racer. Je suis désolé Karel. Je déteste Speed Racer, donc qui était réalisé également par les sœurs Wachowski, qui visuellement défonce beaucoup trop les yeux. Voilà. Toi tu parlais de sucre. Moi je parlais de sucre, là c'est tu veux du sucre mais qui pique. Vous savez les bonbons lutés qui piquent, ils ont pris que le sucre de ce truc là et l'ont mis dans les yeux. Ça fait Speed Racer. Mais il y a un truc que je ne retirais pas à Speed Racer en fait, c'est le côté jusqu'au boutiste des sœurs Wachowski. Et dans chaque film qu'elles proposent en fait, il y a toujours cette volonté de proposer un univers graphique qui est très fort. Matrix 4 qui va sortir bientôt, la bande-annonce vend du rêve là-dessus. Matrix déjà tout court, 1, 2 et 3, quoi que l'on pense de la qualité des films, toujours proposer un truc très cool, Speed Racer pareil, tout ça. Et donc Cloud Atlas propose des visuels de ouf, et à chaque époque, on sent vraiment une grosse distinction en termes d'ambiance à chaque époque, et pourtant il y a des éléments récurrents qui reviennent dans les décors. Et je trouve que ça a été un tour de force de réussir à faire des trucs aussi beaux et en même temps d'avoir fait des choses qui vont se répéter en fait, au fur et à mesure. Donc moi ce film simplement est une tuerie rien que pour la conception visuelle. Après, la distinction visuelle de chaque segment est aidée par le fait qu'en fait les réas se sont répartis les segments. Je pense que c'est bien de le dire, c'est que déjà ça aide. Après, j'ai pas vu le film, vous et moi. Merci. Je suis en train de manger, je peux pas le faire. Vas-y, boue-moi là. Je disais quoi? Mais de ce que j'ai vu, donc de ce que je sais de quel segment et de qui, j'ai fait, ça se marie bien ensemble quoi.
Globalement, ça a été plutôt bien choisi sur ça. Et je pense qu'effectivement, ça a été bien parce que, mine de rien, le tournage exactement a duré 4 mois. Quand on voit que le film dure 3 heures, je pense que 4 mois, finalement, c'est pas si long que ça par rapport au truc. Sachant qu'ils ont dû passer d'un tournage à un autre. Il y a aussi notamment certains personnages qui sont méconnaissables d'une époque à une autre. Notamment certains personnages de Tom Hanks. On se dit, ah, c'est Tom Hanks. Ou Hugh Grant aussi. Hugh Grant aussi. Bah oui, donc du coup, je trouve que c'est quand même une sacrée prestation. Et justement, très intelligent d'avoir fait ça, de donner à un réalisateur ou une réalisatrice une époque différente. Et ce que j'ai à dire d'autre sur ce film, à part voyez-le. Oui, est-ce qu'il faut voyer le film d'abord? Ah non, vas-y. Alors, les différences qui se trouvent entre le roman et le film, en fait, elles tiennent plus sur des détails, en fait, parce qu'elles ont réussi globalement, en fait, à garder la cohérence un petit peu de l'univers, et elles ont réussi à garder beaucoup de détails qui se trouvent dans le roman. Après, il y a toujours un travail d'adaptation qui est fait de manière à enlever les choses qui, à l'écran, ne seraient pas intéressantes et qui, sur roman, en fait, sont intéressantes. Donc, il y a certains personnages qui changent un petit peu, notamment un personnage dont la bisexualité dans le film est claire, alors que dans le roman, c'est évoqué très légèrement, et encore, c'est très sous-entendu. Et sur Wachowski et leur ça ne m'étonne pas que se soit dit on y va. Oui. Et par exemple, regardez la série Sense8 et vous verrez à quel point ils peuvent y aller niveau LGBT. Et pas qu'un peu. Et donc, en fait, ce sont plus des détails sur la caractérisation des personnages globalement, des fois un peu la situation, mais ça reste assez rare, j'ai plutôt bien suivi le truc, mais c'est plus la caractérisation des personnages en fait. Et ce qui fait que si je devais choisir entre le roman et le film, je vous dirais, lisez d'abord le roman. Vous n'allez pas être déçu du film, j'ai pas fini le roman encore exactement, donc ça se trouve peut-être ça se finit pas pareil, mais pour l'instant de ce que j'en ai lu, le roman est bien et le film suit bien le roman, autant que faire se peut, hors le découpage un petit peu chaotique a priori. Mais le roman étant plus clairement organisé, ça vous permettra, quand vous verrez le film, d'être un petit peu plus familier avec ce qui se passe en fait, de vous dire ça se passe à ce moment-là, ça se passe à ce moment-là. Parce que je peux vous assurer que pour avoir regardé avec quelqu'un qui a du mal à suivre un film, c'était, pour une fois que ce n'était pas Sylvain, c'était assez compliqué vraiment pendant les 3 heures justement, parce que tiens, qui c'est ce personnage-là? Alors que je pense que si on lit d'abord le roman, on se fait plus à l'univers et donc le film nous paraît un peu plus fluide, justement nous paraît fluide plus rapidement que si on l'avait pas lu. Mais après, voyez le film, pour l'instant, j'ai pas de préférence entre les deux. Je trouve que les deux se valent parfaitement. Et voilà. Est-ce que du coup, toi tu ne l'as pas vu? Je l'ai pas vu, j'ai pas lu. C'est pas grave, je te prêterai le livre quand j'aurai fini. J'ai quand même une question du coup. Parce que bon, on a parlé du fait que les acteurs étaient récurrents dans toutes les époques, mais est-ce que, comment dire, est-ce qu'ils vont, comme tu l'as à peu près évoqué, est-ce que c'est juste, c'est parce que c'est potentiellement des héritiers, des gens de la même lignée, ou est-ce qu'en fait il y a plus un accord au niveau de, je dirais, d'archétype? Un accord au niveau des archétypes, c'est une genre, bonne est-ce question. que comme dans toute sa filmographie, Tom Hanks va forcément jouer le gentil, même dans ce film-là, alors qu'il a 5 rôles différents, tu vois? Est-ce qu'il joue tout le temps le gentil? Il joue pas forcément des gentils, après il joue pas que des gentils. D'accord, mais il joue pas un gros antagoniste à un moment. Voilà. Est-ce que Hugo Weaving va forcément être l'antagoniste dans toutes les époques? Non, des fois il va jouer un gentil aussi. Ah d'accord, ouais, donc effectivement. Si, change un peu. Non mais au moins il y a ce mélange-là, c'est sympa. Il y a un mélange parce qu'effectivement il y a des personnages qui vont un petit peu fluctuer sur leur alignement, si on peut dire ça, pour utiliser le terme rôliste. Sur l'alignement. Tu parles du rôlisme comme une religion, putain. Le saint des vins. Le rôlisme. Le rôlisme. Et en fait, le fait que les personnages se retrouvent, des fois sont liés par juste un objet, des fois ils sont liés par beaucoup plus, donc il y a en fait un côté justement très random un petit peu, on va dire, sur la liaison entre les personnages des différentes époques qui sont joués par les mêmes acteurs. D'accord. Justement, on peut avoir ce côté, des fois c'est juste simplement des descendants, des fois, comme j'ai dit, c'est peut-être des incarnations, ça le film interroge beaucoup là-dessus, ou des fois c'est juste simplement un objet qui va lier en fait tous les personnages. Et comme j'ai dit au début, on le voit pas, puis après on le voit. Mais justement, le fait que les personnages changent justement
d'alignement au fur et à mesure des époques. Je trouve ça assez intéressant aussi parce que ça permet de se dire, ça permet de ne pas arriver à une époque et de se dire lui ça va être le gentil. Oui, Au contraire, plutôt se dire lui ça va être le gentil, mais en fait non, il va être méchant ou peut-être qu'il va rester gentil. Et ça c'est le truc qui me freinait pour voir le film, tu vois, c'est qu'en fait je me disais mais en fait ça va être juste un truc trop simple pour dire le gentil c'est forcément Tom Hanks, le méchant c'est forcément cet acteur-là, Ali Berry va forcément être la demoiselle en détresse, j'ai des trucs au pif, mais voilà, j'avais un peu peur de ça quand même. Jo, du coup Oui. est-ce que tu as vu le film ou lu le roman? Alors, je n'ai pas lu le roman, j'ai vu le film. Et qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, à titre personnel, j'ai été obligé de le voir 2 fois pour le comprendre. Alors déjà ça commence par obligé de le voir, donc ça part mal. Non, alors, Vas-y. le premier visionnage m'a intrigué, vraiment. Et j'étais surpris le fait que certains comédiens cassent un petit peu ce qu'ils avaient l'habitude de jouer. Je pense à Tom Hanks, je pense à Hugh Grant, évidemment aussi. Mais j'ai eu du mal j'ai fait pareil quand la première fois que j'ai vu Matrix. Je t'ai vu le voir une deuxième fois, un deuxième visionnage pour comprendre où tu vas, film, où tu m'emmènes. Et là, le deuxième visionnage s'est mieux passé. J'ai plus apprécié le film. Et pour ma part, c'est peut-être l'un des meilleurs films du tandem Wachowski. Après, je le conseille, mais voilà, soit on rentre tout de suite dedans et on comprend le truc. Si on n'a pas compris, eh ben, j'invite les personnes à le voir une deuxième fois. Donc prenez 6 heures de votre temps pour voir 6 ça. heures. Mais plus sérieusement, moi je ne sais pas ce que tu en as pensé là-dessus, mais je trouve que globalement il reste à peu près dans la philosophie des Wachowski, c'est on y va à fond, quitte à déplaire. Oui, mais au moins ils tentent. Et ils tentent des choses. Ils tentent. Ils vont pas forcément dire on va faire ça parce que le public aime ça. On va faire ça parce qu'on écoute en studio. Ils n'ont jamais fait ça en fait. Ils ont vécu ça une fois. Au tout début de leur carrière, ils avaient écrit un scénar qui a été adapté, qui s'appelle Assassin, avec Stallone et Antonio Banderas. Et oui, mais eux non. Eux non. Ils ont détesté ce que les studios ont fait de leur script. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils se sont dit bah les reins, on fait ce qu'on veut, et si vous n'êtes pas content, fuck! Il faudrait qu'il parle d'un film. Ah, t'as vu ça? Mais ouais, donc du coup c'était. En plus, vu qu'il a été fait de manière indépendante. Exactement. Donc déjà, c'est encore plus courageux. Faire un truc totalement indépendant des grosses studios, des grosses machines. Parce que vous voyez que Matrix est produit par la Warner. Donc le fait que on passe d'un gros truc qui a été un Matrix et après ils ont enchaîné sur ils ont fait Speed Racer après qui est ce qu'il est et après ils se sont dit on veut notre liberté. C'est pas anodin qu'ils ont fait Sense8 après en fait parce que Netflix leur a laissé quand même assez carte blanche pour faire ce qu'elle voulait pardon et voilà après on verra ce que Matrix 4 va donner mais l'élément qui a fait le succès de Matrix, c'est le fait que un gros studio a laissé quand même une carte blanche. Faire un film comme Matrix, donc je pense que le prochain va être pareil. Ou alors il s'est tapé sur les doigts. Clairement. On verra ça. On verra ça en décembre. Donc du coup, juste avant de demander au public, inadaptable, vous l'avez compris, c'est parce qu'à cause de sa structure très lourde en fait. C'est en plus, ils ont fait en plus tout et n'importe quoi avec, ce qui fonctionne bien à la fin quand même, mais et c'est surtout pour ça que je l'ai choisi, c'est parce que la structure à la base était déjà très compliquée à adapter, ils ont fait encore pire en termes de cohérence, mais ça se finit bien globalement. Ouais. Public, du coup, est-ce que quelqu'un a vu Cloud Atlas ici? Ça a moins de succès qu'en rentrée. Alors, je vous le conseille fortement, je vous le conseille fortement quand même, mais effectivement c'est un film qui est un peu comme Matrix, qui est un peu comme d'autres films dans le genre dont on parlera dans ces quatre parce qu'on est prévu d'en parler, comme Ghost in the Shell, comme quoi d'autres encore L'armée des 12 singes. L'armée des 12 singes, c'est des films qui sont assez compliqués à rentrer dedans au départ, peut-être les 20-30 premières minutes, on a un peu de mal à comprendre où ça veut en venir, puis après on se prête au jeu.
puis voilà, après un deuxième visionnage, j'ai jamais trop sur ces films. Non, parce que après, moi je pense que quand tu vois un film et à partir du moment où au premier visionnage tu te dis j'ai pas compris qu'est-ce que j'ai loupé, bah justement ça t'amène aussi au deuxième visionnage à avoir déjà quelques clés en main. Mais d'apprécier peut-être encore plus le film, justement, parce que tu as déjà les clés en main, mais en même temps, eh ben, tu vas capter encore plus de choses que tu n'avais pas vues, que tu n'avais pas compris, et après c'est... Et même au troisième visionnage, il y a des moments où il y a des films qu'on a vus une fois, on n'a pas capté, ou alors qu'on a capté, mais après quand on revoit, il y a d'autres éléments qu'on n'avait pas vus nous, en fait. C'est pareil, on revient toujours à ce qu'elles avaient fait avant. Matrix, j'ai regardé les trois, j'ai re-regardé les trois, j'ai redécouvert des trucs que j'avais pas vu avant. Des éléments, des pilules bleues, enfin ce genre de choses. Ben, voilà. Donc c'est ce genre de film que justement tu fouilles encore un peu plus le film en fait. C'est ça qui est passionnant. Et on peut voir la galette où la galette se trouve assez facilement puisque Cloud Atlas a connu un petit succès d'estime quand même. Même si je trouve que certaines critiques ont été un peu dures dessus. On a en particulier qui disait on met 1 heure à rentrer dedans et 2 heures à s'ennuyer. J'ai trouvé que la formulation était bien, mais en fait je trouve que la critique a un petit peu juste dessus. Ah, je l'ai dit, il a confondu avec sa mère. Donc du coup on peut le trouver assez facilement en DVD, on peut le trouver en Blu-ray également. Il est sur Netflix, il me semble. Il est sur Netflix, je crois me souvenir qu'effectivement il était Il est sur Netflix. Et sur les autres plateformes il est en VOD, Amazon Prime, YouTube, Google, enfin bon, vous avez plein de possibilités pour le voir. Néanmoins je vous conseille de le voir sur un bon écran si vous pouvez. Malheureusement on ne pourra pas le revoir au cinéma, je pense avoir un petit moment. Donc, quand on aura 90 ans ou 115 ans. Comme certains personnages du film. Pour ma part je vis 115. Moi, je ne sais pas ce que je vise en fait globalement, mais nous ce qu'on vise tout de suite c'est la fin justement du cinéma. Transition. Transition. Et bah, c'est terminé du coup, c'est terminé. Bah oui c'est terminé. C'est terminé et donc. Bah déjà on va remercier le public qui était présent, donc on les a. Ah, je sais pas, j'ai cru que tu m'as dit. Et en public. Voilà. On remercie à nouveau le Popcorn de nous avoir laissé ce joli espace. Ce joli espace avec les lumières qui vont avec. Magnifique. Voilà, d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi. Voilà. Alors je fais encore une petite dédicace à Marjorie parce qu'à chaque fois on fait notre émission sur dans son établissement, je vais y arriver, mais à chaque fois elle ne peut pas venir parce que la vie, tout simplement. Donc je lui fais un gros coucou et on se retrouve le mois prochain, donc au mois d'octobre, pour les 1 an de Cinéma In. Oui, c'est vrai, on a commencé ça. Ça. Un an. On a commencé ça il y a un an dans mon canapé. Oui. Et après on a continué dans le canapé de Sylvain. Voilà. Et on termine ici. C'est un beau parcours en un an quand même. C'est le 3e sextape. On a commencé sur le canapé, on est allé chez Sylvain, on a fini ici. Et donc, pour le mois d'octobre, vu qu'on a commencé sur les films d'horreur parce que Halloween oblige, je pense qu'on va refaire un truc spécial Halloween. Oui. Je pense aussi parce qu'il y a de quoi dire, parce qu'il y a des sorties qui vont être intéressantes pendant la période d'Halloween. Et au mois de décembre, on a déjà une petite idée de 3. Oui. Pour la prochaine émission. J'étais perdu, oui. Tu étais perdu, mais tu vas revenir. J'ai été retrouvé. Et promis pour décembre, c'est pas avec le jeu de mots que j'avais fait la dernière fois, les films très. Non. Non. Pour Halloween, vous vous costumez? Non. Si. Moi, non. Si. Pourquoi pas hein. Pourquoi pas si. Ah, il y a 2 sur 3. Ouais, et bah. Dans la merde. Je me costumerai pas. T'as intérêt. Ça veut dire qu'il va être tout nu. Non. C'est ça, je me déguiserai en homme invisible, merci. Merde. Donc Non, et puis surtout, du coup, on vous encourage à aller voir Dune aussi. Oui. Ouais, Dune, ouais. Donc, Même si on n'est pas payé, on pense très sincèrement que ça va être très intéressant. Parce que Denis Villeneuve. Parce que Denis Villeneuve, parce que Dune, voilà. Parce que Dune, tout simplement. Qui a quand même connu une adaptation qui est pas très aimée, une autre qui est aimée alors qu'elle n'existe pas. Et là, on a Denis Villeneuve qui est un mec qui est quand même
s'il a deux mains gauches, c'est qu'il est gaucher. Faut la comprendre celle-là. Alors il y en a un qui aime et l'autre qui vraiment se fait spam très fort. Non, moi je mets le point. Merci. Moi, je valide les valeurs. Donc voilà, je pense que c'est évident pour tout le monde. Dites-vous que j'aime pas Blade Runner, j'ai pas vu le deuxième du coup, et je sais à quel point c'est beau. Donc évidemment, Dune qui m'intéresse plus, j'ai envie de le voir. Bon, allez voir Dune. Et aussi, allez nous voir le 30 septembre, parce que je fais aussi votre promo, au théâtre La Membra, pour le spectacle Action. Je mettrai les infos, les liens, Reza et tout ça. Allez, venez, parce que le spectacle il est cool. Et ça Ils parle ont de toujours pas encore répété, mais il va être cool. Si on a répété, Si. Ça parle de cinéma. il y a un an. Et c'est de l'impro, donc on sait pas ce qu'on va dire ce soir-là. Mais... Voilà, mais moi je sais. Enfin, Non. avec le public. Si, je sais. Non, tu sais pas ce qu'on va dire. Non. Mais je sais ce que vous allez faire. Oui. Oui. Voilà. On vous souhaite une excellente soirée, très bonne soirée aux membres du public. Très bonne soirée. Non, mais non. Oh, public. Il est pas content de pas passer une bonne content. soirée. Ah, franchement. Non, vous inquiétez pas, on les ducra un réflexe à la fois. Donc on vous souhaite une excellente soirée, prenez soin de vous, et pour ma part je fais juste une petite dédicace à Belmondo parce qu'il nous a quittés il y a de ça une semaine et je voulais juste lui rendre hommage. Salut l'artiste.